Voici les derniers propos de notre cher président Emmanuel Macron. Le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de mamadou. L'immigration, c'est le sujet sur lequel penche Emmanuel Macron, Alexis Kohler et le ministre de la Santé d'alors, Aurélien Rousseau, un jour d'automne 2023. Lors d'une réunion à l'Elysée, ils évoquent l'hôpital public et l'aide médicale d'État aux étrangers en situation irrégulière que la droite veut supprimer. Voici donc la retranscription de ce qui s'est dit pendant cette réunion. Le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de mamadou, lance le chef de l'État. Non, ce n'est pas le premier problème de l'hôpital, nuance le ministre de la Santé. Si, vas-y, tu vas voir. Comme souvent, Alexis Kohler tente de polir les certitudes présidentielles, mais pas assez pour éviter une dose de préférence nationale dans l'attribution des allocations familiales, avant la censure par le Conseil constitutionnel. Le 9 juin, lorsqu'il dissout l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron n'a pas compris que la gauche social-démocrate qu'il avait détournée de son cours va s'unir et revenir dans son lit d'origine. Le 7 juillet, les Français portent en tête des élections législatives les gauches alliées dans un nouveau front populaire. Mais pas question de donner trop d'importance à ces Lucie Casté, ces Marine Tondelier, ces cocottes comme ils les appellent en petit comité. Fin août, le président livre son diagnostic au cours d'une réunion. Les Français ne veulent pas de la gauche. Pour lui, ils veulent moins d'écologie et moins d'immigrés. Les amis, notre ancien président adoré Nicolas Sarkozy pourrait éviter son bracelet électronique. Donc Sarkozy qui a revendu la moitié de notre stock d'or aux Américains et qui a fait disparaître la notion juridique de haute trahison pour sa fonction. Le bracelet électronique, oui, bien sûr, il est un an sous bracelet. Hein, il ne va pas en prison, il est sous bracelet. Mais en réalité, la loi française, Nicolas Sarkozy lui-même avait dit au-dessus de 6 mois, les peines doivent être exécutées en prison. Ben, heureusement pour lui, ça ne va pas être comme ça. Parce que la loi actuelle dit, si vous voulez, il y a 2 possibilités avec le bracelet électronique. Soit il a des réductions de peine, donc on va lui poser le bracelet, il va être convoqué dans 1 mois par un juge de l'application Dans un mois non, d'ici un mois, par le juge de l'application des peines. Ensuite, il y aura 4 mois pour que ça se mette en place, le bracelet, qu'on lui pose concrètement. Bon, mais il a donc 1 an de bracelet électronique, mais il y a des réductions de peine depuis 2021, une loi de Dupond-Moretti, ce qui fait qu'il a droit, s'il se comporte correctement, ce dont je ne doute pas quand même, il aura droit à 6 mois en tout de réduction de peine. Donc en réalité, 6 mois sur 1 an. Deuxième possibilité, compte tenu de son âge, en janvier 2025, il va avoir 70 ans. Donc il est accessible à une libération conditionnelle, parce que c'est une modalité d'exécution de la peine, le bracelet. Au lieu d'être dans une cellule de prison, on est en liberté. Mais c'est comme si on était en prison. Mais il est accessible immédiatement à la libération conditionnelle, ab initio, comme on dit, immédiatement. Et donc il peut tout de suite être placé en libération conditionnelle. Donc on peut lui enlever son bracelet, à peine le poser et lui enlever très vite. Et libération conditionnelle, à ce moment-là, eh bien en réalité, il aura des obligations, mais ça ne sera pas du tout la même chose qu'un bracelet électronique. Donc vous voyez, la loi lui permettra de ne pas être... Alors petite pensée au mec qui est en train de marcher en face des caméras depuis 1 minute. Et qui essaye, tu sais, c'est comme quand t'arrives en face d'un pote, mais que t'es genre à 5 mètres de lui, t'es trop loin. Et du coup, tu marches comme un con et t'essaies d'éviter son regard, de regarder derrière toi, de regarder à côté, t'es gêné. Là, le mec, il doit avoir 4 caméras braquées sur lui. Pendant 1 an sous bracelet électronique, contrairement à ses aspirations politiques. Sarkozy qui va éviter sa condamnation, qui l'eût cru? Non mais plus honnêtement, qui est vraiment étonné? Parce que le gars est une véritable anguille, il passe à travers tous les filets, je pense qu'il aurait dû jouer dans Aquaman. Personnellement, je suis plus du tout étonné. L'Argentine sort de la récession. Après 1 an de présidence Milei, l'Argentine sort enfin de la récession. Pour rappel, en avril, le gouvernement argentin annonçait un excédent budgétaire pour la première fois depuis 9 ans. Son secret, il a viré 30% des nuisibles fonctionnaires, coupé les subventions et dérégulé le marché. Il a également fait rapatrier 20 milliards dans les banques de son pays grâce au programme d'amnistie fiscale. Résultat, l'inflation est passée de 45% à 2% par mois. Le PIB augmente de 4% en 1 trimestre. Alors certes, ça fait d'un coup pas mal de branleurs au chômage, mais depuis, le chômage commence également à diminuer et l'augmentation des salaires dépasse l'inflation. Alors la suite, c'est quoi? Eh bien le FMI s'attend d'ailleurs à une croissance de 5% l'an prochain, et certaines banques d'affaires prédisant même 8%.
De nombreuses entreprises minières ont déjà annoncé 5,3 milliards d'euros d'investissement dans des projets. Mais qu'en pensent les premiers concernés, c'est-à-dire les Argentins? Eh bien, Javier Milei dispose aujourd'hui de 56% d'avis favorables dans l'opinion publique. Bref, je sais tes matchs pour les socialistes. Pendant ce temps, en France, trouvé en bas du même article, et là on a cette image, pourquoi les Français se ruent sur les HLM? Alors l'Argentine, qui était dominée donc depuis plusieurs décennies par des gouvernements successifs socialistes, qui était en vérité un peu comme la France, complètement gangrénée par un nombre très conséquent de fonctionnaires qui branlaient rien. Mais je pense qu'en fait en France le sujet est encore trop tabou parce qu'il y a tellement de fonctionnaires en fait que tout le monde en connaît un proche ou dans sa famille ou une connaissance qui est fonctionnaire, et du coup ça nous retient un peu et ça rend encore plus tabou le sujet qui ne l'est déjà. Je ne dis pas que ça serait la solution miracle, mais en tout cas je pense que ça joue énormément dans les problèmes qu'on se tape en ce moment. Les peines des 51 accusés déclarés coupables dans l'affaire des Wiols de Mazan. Alors Dominique Pellico, l'ex-mari de Gisèle Pellico, le principal concerné, il a pris 20 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté des 2/3. Donc en gros il va se prendre 15 ans de prison. Ensuite je vais pas tout vous lire parce qu'il y en a énormément, mais globalement c'est 12 ans, 8 ans, 10 ans, j'ai vu 3 ans là passer. Ceux qui prennent 3 ans ils ressortent libres, donc il y en a quelques-uns quand même, c'est pour ça que ça gueule pas mal. Il y a pas mal de 10 ans au final, 10 ans... 8 ans, 9 ans, 13 ans, 12 ans, 9 ans, 12 ans. Mais le problème, c'est que à première vue, comme ça, on se dit que c'est bien, mais le truc, c'est qu'ils vont, avec les réductions de peine, etc., ils vont sortir beaucoup plus tôt. Alors, dans les commentaires, le fait de voir des peines à un seul chiffre est déjà un échec. Il y en a dans cette liste qui vont ressortir dans quelques années alors qu'ils devraient tous pourrir en prison jusqu'à la fin de leur jour. Et ils vont reprendre une vie normale alors que c'est une folie. Je suis contente qu'ils soient condamnés, mais dégoûtée de ces peines si légères quand on sait qu'ils ont détruit la vie d'une femme et qu'elle n'était sûrement pas leur seule victime. Pire, certains sortent libres alors qu'ils sont bel et bien coupables, c'est une honte. Faut qu'on m'explique, je croyais qu'il n'y avait plus de place en prison, parce que quand ce sont des OQTF ou des étrangers, la majorité ressortent libres. On nous avait dit que les Wioleurs étaient tous des Français bien blancs, bien jambon fromage entre guillemets. On nous aurait menti ? Prendre 10 ans pour avoir zub un cadavre, putain, c'est chaud le niveau de frustration. Ils auraient tous dû prendre perpétuité avec mandat de dépôt immédiat. Le verdict est encore une fois trop laxiste. La demi-mesure par les temps qui courent n'est plus une option. Juge en carton qui devrait être élu et avoir des comptes à rendre pour plus d'efficacité. La Russie affirme avoir développé un vaccin contre le cancer et le lancera gratuitement. Le ministère russe de la Santé affirme avoir développé un vaccin contre le cancer qui sera distribué gratuitement aux patients. André Caprin, ou Caprine, qui dirige le centre de recherche médicale en radiologie du ministère de la Santé, a déclaré que le vaccin serait lancé début 2025 selon les médias d'État. Le vaccin sera apparemment utilisé pour traiter les patients atteints de cancer plutôt que d'être administré au grand public pour empêcher la formation de tumeurs. Les commentaires antérieurs des scientifiques du gouvernement russe suggèrent que chaque injection est personnalisée pour chaque patient, ce qui est similaire au vaccin contre le cancer développé en Occident. On ne sait pas encore précisément quel cancer le vaccin est censé traiter, quelle est son efficacité ou comment la Russie prévoit de le déployer. Le nom du vaccin n'a pas non plus été révélé. Les vaccins personnalisés contre le cancer sont conçus pour apprendre au système immunitaire à reconnaître et à attaquer les protéines spécifiques au cancer de ce patient. Pour ce faire, les vaccins utilisent du matériel génétique appelé ARN. Oh ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ce mot-là, tiens. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Provenant de la propre tumeur du patient. De la même manière que les vaccins traditionnels utilisent une partie du virus pour prévenir la maladie, ceux-ci utilisent des protéines inoffensives de la surface des cellules cancéreuses appelées antigènes. Donc en gros, pour faire grossièrement, de ce que j'ai compris, c'est un vaccin qui va foutre en fait une espèce de pellicule sur les cellules cancéreuses, qui va les rendre plus facilement détectables par le système de défense immunitaire du patient, et donc qui va augmenter genre de 70% les chances de réduction de la tumeur. Parce que du coup, son corps et son système vont combattre beaucoup plus efficacement les cellules cancéreuses, vu qu'elles seront marquées. Cyclone Chido à Mayotte. Le bilan s'alourdit à 31 morts selon des chiffres provisoires des autorités. Parmi ces 31 morts, 22 sont décédés à l'hôpital et 8 ont été recensés par les communes, ont détaillé les autorités. Plus de 1000 personnes sont hospitalisées en urgence relative et 45 blessés ont été pris en charge en urgence absolue. Alors de ce que j'ai compris, ceux qui ont pris le plus cher, c'est les espèces de bidonvilles en fait construits un peu en mode à la va-vite par les migrants comoriens en fait qui étaient venus en masse sur l'île.
Souvenez-vous, il y a quelques mois, ça a fait la une pendant des semaines. Et donc eux, ils ont pris particulièrement cher, je pense. Sachant que le reste de l'île a aussi pris cher. Le nombre de morts n'est pas en adéquation avec la réalité des 100 000 personnes qui vivent dans un habitat précaire, précise néanmoins le communiqué. L'établissement d'un bilan humain de la catastrophe est l'une des priorités des autorités. Le préfet de Mayotte a donc demandé la mise en place d'une mission de recherche des morts. Selon cette source soulignant que 70% des habitants ont été gravement touchés. 70%. Dans l'archipel, les dégradations sont majeures, rappelle le ministère. L'aéroport, dont la tour de contrôle et les éléments de signalisation ont été détruits, ne peut toujours pas accueillir des vols commerciaux. À l'hôpital, il y a entre 40 et 45% d'activité qui reprend progressivement selon le ministère. Quant aux axes routiers très entravés par des chutes d'arbres et de débris divers, ils sont en cours de déblaiement, poursuit le ministère de l'Intérieur. L'électricité est en cours de rétablissement et le réseau de téléphonie, indisponible à 80%, est en cours de réparation. Enfin, 50% de l'eau sera rétablie dans les 48 heures et 95% dans les 7 jours, promet le ministère, assurant qu'il n'y avait aucune alerte d'épidémie à ce jour. Le commissariat de Mamoudzou est désormais alimenté en eau potable, indiquent les autorités, qui ajoutent que la prison devrait également être alimentée en fin de journée. Dès mercredi, plus de 100 tonnes de vivres doivent être distribuées, a assuré le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau. Les autorités ont également annoncé un point maritime civil qui va démarrer dans la nuit au départ de la Réunion, avec 200 conteneurs attendus dimanche dans l'archipel meurtri, dont 80 d'eau. Transporteurs et distributeurs entendent aussi se mobiliser pour assurer les besoins vitaux des habitants en eau et en nourriture. Le président Emmanuel Macron, attendu jeudi sur l'archipel où il a promis de déclarer un deuil national, se rendra au chevet des patients mais aussi des soignants du CHM avant d'aller dans un quartier détruit, a annoncé mercredi l'Elysée. Le chef de l'État emportera dans son avion 4 tonnes de fret alimentaire et sanitaire et emmènera des secouristes. Julien Audoul révèle qu'après le débat de mardi soir sur BFM TV, j'en ai fait une vidéo hier, n'hésitez pas à aller la regarder, Sandrine Rousseau l'a menacé physiquement. Son but était clair, provoquer Julien Audoul pour qu'il réagisse de manière violente et qu'elle puisse ensuite se victimiser. On connaît leur méthode. Révélé que Sandrine Rousseau, à la sortie du plateau, m'a directement menacé et a voulu en venir aux mains. Voilà. Donc ça a été vu par des dizaines de personnes à la sortie, dont Benjamin Duhamel. Il y a eu des intimidations. Là, ça fait rire quand on voit Sandrine Rousseau. Elle disait quoi Non, mais c'est-à-dire qu'il y a eu une confrontation physique. Elle a voulu, elle s'est rapprochée à quelques centimètres de mon visage en me hurlant dessus et en souhaitant peut-être qu'il se passe quelque chose pour une nouvelle fois se victimiser. Mais Sandrine Rousseau, elle se prend une droite, elle meurt, non? Enfin, je sais pas. Elle est toute frêle et elle est toute petite. Ça, c'est le genre de femme qui viennent te provoquer parce que quand il y a du monde autour, elles savent très bien comme ça que si jamais tu vas réagir et qu'elle te pousse dans tes retranchements et que tu lui mets une tarte ou quoi, t'as tout le monde qui va te tomber dessus, c'est fini pour ta vie ensuite. Parce que je l'aime pas particulièrement, Julien Audoul, mais il a l'air plutôt sportif. Je pense que s'il attaque ou qu'il met une droite à Sandrine Rousseau, je pense que la tête fait un détour de 90 degrés vers la droite. Et bon, avec moi, ça ne prend pas. Déjà, moi, j'ai jamais levé la main sur une femme, contrairement à ses petits camarades d'extrême gauche. Alors là, il parle bien sûr d'Adrien Quatennens, qui avait donné une grosse baffe à sa femme. Mais après, c'était plus nuancé, plus compliqué que ça. Il était dans l'instance de divorce et apparemment, il faut aller voir la vidéo de Stefano Edoardo, même si que vous l'aimiez ou pas, mais la vidéo est très, très intéressante parce qu'on voit que l'affaire est beaucoup plus nuancée. En vrai, sa femme arrêtait pas de l'humilier. Genre, elle restait chez lui et elle le laissait pas entrer chez lui et tout alors qu'il était avec son enfant. Enfin bref, ça n'excuse pas bien sûr de frapper une femme, faut jamais faire ça. Mais encore une fois, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Et je trouve que le fait de mettre ça en avant, en fait cette affaire-là me dérange parce qu'elle est trop nuancée en fait pour être mis comme ça au devant de la scène à chaque fois en fait. Mais bon, c'est vrai que c'est cocasse. Mais surtout, je suis pas tombé dans le piège. Mais on voit toute la manipulation. Alors dans les commentaires, Julien Audoul est bien courageux, débattre avec les deux folles, chapeau l'artiste. Bravo monsieur Audoul. Sérieux, un gars relativement costaud comme lui, il a peur d'être agressé par une femme, n'importe quoi. Mais non, justement, il a pas peur d'être agressé, il rigole du fait que c'est une petite femme toute frêle qui essaie de le menacer physiquement, donc c'est ridicule. Et qui plus est, elle fait ça parce qu'elle sait très bien que si jamais il y a retour, action-réaction, si jamais il y a une réaction, qui se manifesterait par une claque dans la tête par exemple, il sait que c'est la fin de la carrière de Julien Audoul. Exactement, la méthode LFI se joue toujours en 3 actes. Provocation, intimidation, victimisation.
Pas de bol pour cette gourde, elle est tombée sur une personne ayant une bonne éducation, contrairement aux gauchos qui n'hésitent pas à taper ou frapper au sens propre du terme. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous si vous le voulez, moi je vous dis à la prochaine. Allez, prenez soin de vous.